7 ans et je ne peux pas répondre à la question. Qu'est-ce qu'est la philosophie? Mais par contre, je sais que c'est pour connaître plus de choses et mieux apprendre. La vocation de l'association a été évidemment la promotion de la philosophie, mais alors sans prétention, la promotion d'une autre parole philosophique. C'est une parole qui engage le dialogue avec tous les autres domaines du savoir, que ce soit les sciences humaines, les sciences sociales, mais aussi les sciences tout court. On a tout de suite eu le désir, en tout cas, de ne pas faire un événement, c'est-à-dire un événement voilà, qui serait juste un événement de plus. L'idée, c'était en tout cas que la philosophie fasse partie de la vie culturelle, de la vie de la cité, que finalement ce soit un lieu de rencontre et qui ait cette temporalité qui n'est pas celle de l'urgence. Dès le départ, on s'est associé à ceux qui étaient déjà très dynamiques, c'est-à-dire avec les ballets, avec l'orchestre, avec l'académie de danse, l'académie Régnier III, des élèves de l'option théâtre. On s'est impliqué dans les lycées pour justement, finalement, profiter quelque part de toute la richesse culturelle qu'il y a à Monaco et de s'inscrire dans cette richesse-là. Ce qui anime là aussi, je crois, notre démarche, nos démarches individuelles et notre démarche commune, c'est un certain concept de responsabilité. Mais je dirais plus qu'un simple concept de responsabilité, un surcroît de responsabilité. De même que la philosophie, telle que nous la concevons, entretient un dialogue très particulier avec les autres domaines du savoir, elle exige aussi de ces domaines un surcroît de responsabilité. Les thématiques que nous choisissons, nous le faisons aussi en fonction de cette idée un peu folle, un peu hyperbolique, un peu excessive de la responsabilité. En récompensant une maison d'édition et en récompensant un livre de philosophie, on essaye, de notre modeste place, de promouvoir effectivement aussi les livres de philosophie qui connaissent, c'est vrai, une vraie difficulté, mais pas autant que les autres livres de L'idée du prix, on l'a mise en place en convoquant un jury de 14, 15, 16 personnes cette année, où il y a des principaux représentants de la philosophie française, toutes écoles confondues. Nous partons d'à peu près 200 livres au début de l'année, pour arriver ensuite à une dizaine, ensuite les 5 finalistes qui vont venir donc à Monaco pour le colloque, où il y aura une discussion avec eux, et ils seront dans l'ignorance du vainqueur. Oula. Je vous assure que le secret a été incroyablement bien gardé. Et il y aura aussi le prix lycéen qui sera attribué. C'est avant tout un immense honneur de me voir décerner ce prix lycéen des rencontres philosophiques de Monaco. Quand on a voulu monter les rencontres philosophiques de Monaco, il nous est apparu très important de transmettre. Pas uniquement venir faire des conférences, faire des ateliers philosophiques, mais transmettre la philosophie aux Monégasques. Et pour nous, l'idée derrière cette rencontre avec les lycéens, c'était précisément de leur donner la possibilité de rencontrer des philosophes qui travaillent la philosophie et qui écrivent de la philosophie et qui font de la philosophie en dehors de la classe aussi, dans l'espace public, déployer des questionnements philosophiques sur les questions les plus actuelles, sur les problématiques les plus actuelles. C'était très important pour nous. Ce que les philosophes viennent et apportent aux lycéens de Monaco, c'est cette idée d'abord et avant tout de constamment et incessamment rechercher à inventer
de nouvelles normes, à inventer de nouvelles valeurs, à ne pas se contenter donc de l'acquis. La réception est toujours positive parce que ce qu'on pousse, c'est l'inventivité. Une des définitions philosophiques que j'aime à rappeler quand on est dans ce travail avec les lycéens, c'est que la philosophie, d'abord et avant tout, c'est une expérience de la liberté, c'est-à-dire de mettre en acte cette liberté de penser, cette liberté inconditionnelle de penser, que nous faisons maintenant rayonner des lycéens, mais jusqu'aux classes de maternelle, parce que c'est vraiment là que se situe la possibilité d'espérer aussi, la possibilité d'espérer que demain, demain ne sera pas travaillé par les mêmes crises qu'aujourd'hui. Pour moi, pour nous, je crois, de manière assez générale, à savoir pour Robert Maggiori, pour Charlotte Casiraghi et pour Joseph Cohen, la philosophie n'est pas exactement un domaine de savoir, où la philosophie n'est pas réductible au savoir. C'est-à-dire que la philosophie s'informe en permanence auprès de tous ces domaines, du politique, de la sociologie, de l'anthropologie, des sciences, de la littérature, mais elle ne se laisse pas déterminer par ces domaines. C'est-à-dire qu'elle garde toujours une certaine hétérogénéité ou une extériorité. Elle maintient une extériorité par rapport à tous ces domaines. La philosophie ne peut pas se contenter uniquement de l'enseignement, elle doit incessamment produire plus que l'enseignement, c'est-à-dire forcer l'enseignement à être autre chose que simplement de l'enseignement, que simplement de la réception de ce qui a déjà été dit. Elle doit donc inventer, elle doit se dépasser constamment. C'est ça l'exercice philosophique par excellence, c'est recevoir et à partir de cette réception, à partir de cet enseignement, dépasser le reçu, dépasser ce qui est donné, dépasser la tradition pour aller vers demain. Oui, moi j'ai une question. Quand les étudiants parlaient de la rigueur, et puis j'ai entendu à plusieurs reprises parler de la philosophie scientifique, alors j'ai une question à poser qui est la suivante. Vous, le représentant de la rigueur? Non, je ne suis pas le représentant. Ah, si. Je suis frappé en lisant vos ouvrages et en écoutant ce que vous dites par votre rapport au langage. Or, dans ce langage, il me semble qu'il y a des constantes. Que vous parliez de musique ou de philosophie ou de morale, etc., vous utilisez beaucoup des concepts, par exemple en esthétique comme la verve, l'improvisation, etc., et pour ce qui concerne la morale ou la philosophie générale, des concepts comme l'alternative, la philosophie du presque, le je ne sais quoi, le presque rien, comme vient de le dire Madame Madolle. Et moi j'ai l'idée que peut-être il y a quelque chose de commun entre ces concepts, qu'il pourrait être quelque chose comme un évanouissant, bref, une différentielle. Est-ce que j'ai raison? Tout à fait, oui, tout à fait. Je crois que... On a dû me dire ça aussi, n'est-ce pas? Et je crois que dans l'ensemble, je suis attiré, mais je crois que c'est ce que Madeleine Madolle voulait dire aussi, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Je suis attiré par les problèmes de front, les problèmes limites. Les problèmes limites, c'est ça. Les frontières, oui, dans lesquels un millimètre à droite ou un millimètre à gauche, on retombe dans le discours conceptuel, n'est-ce pas? Et oui. Alors c'est donc une limite dans laquelle il faut se maintenir de façon acrobatique. Et à mon avis, c'est la philosophie elle-même. Comme vous me dites le presque rien, eh bien le presque rien, oui, c'est la définition de la philosophie. C'est pourquoi il s'en faut de rien pour que ce soit plus rien du tout. C'est ça. Il s'en faut de rien pour que le presque rien se transforme en rien du tout. Et d'ailleurs on le lui fait bien sentir, oui, à la philosophie. D'ailleurs elle y est habituée, oui, la philosophie. Depuis que la philosophie est philosophie, on lui dit tu ne sers à rien, tu n'es rien, et puis elle vit encore. Et ceux qui le lui reprochent font eux-mêmes de la philosophie et éprouvent par leur négation eux-mêmes qui sont encore sur cette frontière. Donc c'est pas seulement parce que ce presque rien n'est pas rien, c'est parce que ce presque rien est tout. Vous acceptez le mot différentiel? Ah oui, absolument. Parce qu'en mathématiques, oui, la différentielle, c'est le presque rien, c'est l'épanouissant, mais oui, c'est aussi toutes les mathématiques. Bonsoir, Altesse, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis particulièrement touché ce soir d'ouvrir notre 4e soirée de clôture et de remise des prix des rencontres philosophiques de Monaco. Depuis 2015, avec Charlotte Casiraghi, Robert Maggiori, Joseph Cohen,
sans évidemment oublier Laura Hugo et Gary Gillet, nous œuvrons ensemble à construire, ici même à Monaco, un lieu singulier de rencontres philosophiques, à la fois ouvert et rigoureux, veillant chaque fois à maintenir un équilibre soutenu et appuyé entre les exigences de la pensée et la possibilité de transmettre au plus grand public. C'était, comme nous le disons souvent, un pari quelque peu fou et audacieux, mais notre dessein a toujours été de relever ce pari et ainsi, grâce au soutien exceptionnel dont nous avons bénéficié en principauté, grâce aussi à tous nos partenaires et collaborateurs, en raison de notre remarquable jury de philosophes et de tous nos collègues professeurs et enseignants ici à Monaco, grâce aussi à notre public si dévoué et fidèle à notre initiative, nous construisons tous ensemble une plateforme philosophique unique en Europe. Avant de lancer notre cérémonie, je souhaiterais, et ce, en nom de toute l'équipe des rencontres philosophiques de Monaco, vous remercier à toutes et à tous pour votre engagement dans cette initiative. Nous sommes tous réunis ce soir au musée océanographique pour clore cette très belle année 2018-2019. Et nous avons évidemment tout un programme pour vous. En première partie de notre soirée, nous sommes particulièrement ravis d'accueillir à nouveau sur Monaco notre lauréat 2018, Étienne Bimbenet, qui prononcera, comme l'avait fait l'année dernière notre lauréat 2017, Emanuele Coccia, et comme le fera l'année prochaine notre lauréat 2019, la conférence « Qu'est-ce que la philosophie ?» Nous avons décidé, il y a 2 ans, d'instaurer ces conférences magistrales « Qu'est-ce que la philosophie ?» prononcées par nos lauréats aux soirées de clôture à Monaco, car nous tenons tout particulièrement à inscrire une certaine tradition pour le prix des rencontres philosophiques de Monaco et ainsi voir se former au fil des années une communauté de paroles et d'écriture philosophique avec nos lauréats. C'est pourquoi aussi nous publions ces conférences prononcées par nos lauréats dans une collection que nous avons créée. Vous pourrez ainsi vous procurer ce soir le « Qu'est-ce que la philosophie » de Emanuele Coccia et l'année prochaine, vous trouverez publiée la conférence de Étienne Bimbenet. Ensuite, et avant la seconde partie de notre soirée, nous écouterons la percussionniste Adélaïde Ferrière, que nous sommes très heureux d'accueillir à notre soirée de clôture. Et évidemment, en seconde partie de notre cérémonie ce soir, nous attribuerons nos différents prix. Notre prix des lycéens, notre mention honorifique à l'intention d'une maison d'édition qui se sera particulièrement illustrée dans la publication d'ouvrages de philosophie et évidemment, en toute fin de soirée, notre prix des rencontres philosophiques de Monaco 2019 décerné par notre jury. Mais avant, je vous invite, chers amis, à accueillir la présidente des rencontres philosophiques de Monaco, sans laquelle tout ce que nous vivons ici depuis 2015, cette exceptionnelle aventure, tout ce que nous construisons et bâtissons à Monaco sous l'appellation des rencontres de Monaco, celle qui nous donne tant de raisons de continuer à espérer et de toujours en faire plus au nom de la philosophie, ici et ailleurs, et sans laquelle tout ceci n'aurait pas été possible. Je veux évidemment nommer notre chère amie Charlotte Casiraghi. Merci Raphaël. Bonsoir à tous. Donc, je suis très heureuse de m'adresser à vous ce soir et vous dire combien je suis fière de tout ce que nous avons accompli avec les rencontres philosophiques de Monaco. C'est maintenant donc la 4e saison qui s'achève et mon souhait le plus cher dès le départ était que cette entreprise dure dans le temps, qu'elle se renouvelle, qu'elle grandisse, qu'elle se développe chaque année davantage. Et les rencontres philosophiques de Monaco existent surtout grâce au soutien indéfectible du gouvernement princier qui a voulu donner cette place à la philosophie dans la vie culturelle de Monaco et j'en suis profondément reconnaissante.
Parce qu'en 4 ans, nous avons organisé plus d'une centaine de rencontres, accueilli plus de 80 grands penseurs contemporains à Monaco. Nous avons rassemblé plus de 100 000 auditeurs, publié une quinzaine d'ouvrages, mais aussi développé une plateforme digitale avec plus de 185 heures de philosophie par saison. Et nous avons donc travaillé avec de nombreuses institutions culturelles de la Principauté, comme les Ballets de Monte-Carlo, le nouveau Musée national de Monaco, l'Académie Princesse Grace de danse, l'Académie Régnier III, le pavillon Bozio. Et on a aussi noué des associations, enfin en tout cas on s'est associé aussi avec des institutions prestigieuses en France, comme Sciences Politiques, le HESS, l'École normale supérieure, le Palais de Tokyo, le Frénois Studio National, et encore Columbia University, ou alors le Festival de la Milanesiana en Italie. Donc il ne s'agissait pas simplement pour nous d'organiser des conférences, de vraiment être dans une véritable construction. Et Monaco, je peux le dire maintenant, est devenue une terre d'accueil pour la philosophie et les philosophes les plus importants d'Europe. Aujourd'hui, on parle de Monaco comme d'un lieu où l'on célèbre la philosophie, où on la transmet. Et ça, c'est quand même, on peut le dire, un accomplissement, et j'en suis extrêmement fière au nom de tous les membres fondateurs. Voilà, et les rencontres philosophiques de Monaco, c'est aussi une aventure humaine où de vrais liens d'amitié se sont noués, et c'est sur ces liens d'amitié aussi que repose la force de cette initiative. Et donc je pense tout d'abord ce soir à l'amitié qui me lie aux membres fondateurs, à Robert Maggiori, à Raphaël Zaguri-Orly, à Joseph Cohen, à Laura Hugo, à Gary Gillet, et aussi celle que nous avons tissée avec tous les membres du jury, tous les philosophes que nous avons accueillis ici à Monaco. Car je souhaite vraiment le dire du fond du cœur que les rencontres philosophiques de Monaco ne seraient pas ce qu'elles sont sans le plaisir de la conversation et de l'échange et la joie de penser ensemble, de tous ces repas partagés, de la convivialité et de l'amitié qui y règne. Et nous y sommes très attachés à ce que cette amitié soit vraiment une force pour les rencontres. Voilà. Et dès la création des rencontres avec les membres fondateurs, notre volonté n'était pas de tenir des conférences savantes à Monaco pour les spécialistes de philosophie, mais la rendre plus accessible et plus vivante, et d'être au plus près des préoccupations et des enjeux de notre époque. Et pour commencer à faire de la philosophie, aucune condition d'érudition n'est requise ou une connaissance approfondie de l'histoire de la philosophie. Elle s'adresse à tout le monde parce que dans la vie courante, chaque être humain fait face à des grandes questions philosophiques. Et on a voulu ouvrir la philosophie à un public qui n'était pas celui, en tout cas classique, des conférences de philosophie. Mais il ne suffit pas de se poser des questions sur le sens de l'existence et de commencer à y réfléchir. Il faut ensuite persévérer. Il faut s'armer de courage, de rigueur, de patience. Et plus on veut approfondir une question, plus il faut de connaissances et de méthodes. Et nous revendiquons une certaine exigence. Et je voudrais rappeler ce soir combien nous sommes attachés à ce rapport à l'exigence. Et pour cela, je voudrais simplement vous lire une citation du philosophe Giorgio Agamben. « S'il n'y avait exigence, mais seulement nécessité, s'il n'y avait exigence, mais seulement nécessité, alors il n'y aurait pas de philosophie. L'exigence est un état de complication extrême d'un être qui implique en lui toutes ses possibilités, ce qui signifie qu'elle se tient dans une relation privilégiée avec l'idée que, dans l'exigence, les choses sont contemplées sub quidam aeternitatis specie. Comme lorsque nous regardons l'aimée pendant qu'elle dort. Elle est là, mais comme détachée de tous ses actes, obscure et recueillie en elle-même, comme l'idée, elle est là, et en même temps, elle n'est pas là. Elle se tient devant notre regard, mais pour qu'elle y soit vraiment, il faudrait la relever. Et faire cela, ce serait la perdre. L'idée, l'exigence et le rêve de l'acte, la dormition de la vie. Toutes les possibilités sont désormais recueillies en une seule complication que la vie déploiera progressivement et qu'elle a en partie déployée. Mais au fur et à mesure de ces déploiements inexplicables, l'idée recule en elle-même et se complique toujours davantage. Elle est l'exigence qui reste intacte dans toutes ses réalisations, le sommeil qui ne connaîtra pas de réveil. » Fin de citation.
Maintenir cette exigence tout en rendant la philosophie plus accessible est notre engagement. Et il commence dès l'école. Et c'est pour ça que nous avons voulu mettre au cœur de toutes nos préoccupations cette année le développement d'initiatives pédagogiques dans toutes les écoles, les collèges et les lycées de Monaco. Développer ces facultés de jugement demande un effort intellectuel. Et cela s'apprend et peut se faire à tout âge. Nous avons donc organisé au mois de mai une semaine de la philosophie dans tous les établissements scolaires de la Principauté et mis en place tout au long de l'année des formations des enseignants dès la grande section maternelle pour qu'ils puissent disposer d'une méthode et d'outils pédagogiques. Pardon, excusez-moi. Oups. Oui. Et donc, nous avons voulu mettre en place ces initiatives dans toutes les écoles. Et nous avons aussi réalisé une revue de philosophie avec les élèves de primaire. Et nous avons aussi fait une exposition réalisée par les enfants de grande section maternelle en collaboration avec le nouveau Musée national de Monaco. Plusieurs philosophes ont été en résidence dans tous les collèges et lycées pour dialoguer avec les élèves, leur parler de leur métier de philosophe, leur donner le goût du questionnement philosophique. Les professeurs nous ont fait part des bienfaits d'une telle initiative pour leurs élèves qui leur a permis d'acquérir de nouvelles compétences, d'enrichir leur vocabulaire, d'accepter le doute, d'approfondir leur propre pensée et de prendre plaisir à penser ensemble. Et donc je voudrais ce soir remercier chaleureusement Madame Bonal et toute la direction de l'Éducation nationale qui nous a permis de mettre en place toutes ces initiatives. Avant de laisser la parole aux autres membres fondateurs, je voudrais saluer ce soir les 5 finalistes du prix des rencontres philosophiques de Monaco. Et je me réjouis de cette belle sélection cette année et de votre présence à Monaco. Et je voudrais remercier aussi Laura Hugo, la directrice des rencontres, pour son dévouement qu'on peut dire absolument inconditionnel aux rencontres philosophiques de Monaco. Et donc, je veux remercier Laura vraiment du fond du cœur parce que sans toi, vraiment, tout ça ne serait pas possible. Merci beaucoup, chère Charlotte. En juin 2018, l'année dernière, nous étions réunis ici même pour décerner le prix des rencontres philosophiques de Monaco à Étienne Bambenet, philosophe, professeur à l'Université de Bordeaux, pour son excellent ouvrage « Le complexe des 3 singes », essai sur l'animalité humaine, publié aux éditions du Seuil en 2017. Je me souviens encore des discussions du jury autour de cet ouvrage et de ceux des autres finalistes, Frédéric Gros, Bruno Carcenti, Jean-Louis Chrétien, Pierre Macheret. Nous vivions des moments intenses, comme toujours d'ailleurs dans notre jury, moments intenses de discussion philosophique. Il me fait un énorme plaisir, en nom des rencontres philosophiques de Monaco, de recevoir à nouveau notre lauréat 2018 qui, ça fait partie du contrat, délivrera la conférence Qu'est-ce que la philosophie 2019 pour nous ce soir, Étienne Bambenet. Je ne sais pas si je suis là ou là, je ne sais pas. Bonsoir, bonsoir à tous, Altesse, collègues, chers amis, mesdames et messieurs, Madame la Présidente des rencontres philosophiques de Monaco. En plein milieu d'un discours qu'il prononçait en public, le leader indépendantiste irlandais Eamon de Valera fut violemment interrompu et jeté en prison. C'était, je crois, en 1919. Il fut libéré un an après, et devant la foule enthousiaste, ses premiers mots furent les suivants. Donc, comme je viens d'être brutalement interrompu, etc. Alors, je ne suis pas irlandais, je suis encore moins un leader indépendantiste, mais il se trouve qu'ici même, il y a exactement un an, je prononçais un petit discours de remerciement et je fus interrompu, non pas par une année de prison, mais par une année de bonheur. J'aimerais néanmoins reprendre le fil de mon discours exactement là où je l'avais laissé.
Je remerciais notre princesse philosophe d'avoir institué un prix récompensant des livres de philosophie, et je disais qu'il était important de se rappeler que la philosophie, ce sont aussi, et peut-être avant tout, plutôt que des articles spécialisés. Les articles spécialisés, les papers, comme on dit en anglais, prennent de plus en plus d'importance dans le monde universitaire, mais rappelons-nous que la philosophie consiste aussi, et peut-être surtout, à tenter la synthèse, à ne pas se contenter de la spécialisation, calquée en réalité sur la spécialisation scientifique. De fait, si on se demande ce que c'est que la philosophie, il me semble qu'une bonne question serait de se demander en quoi le livre de philosophie n'est pas l'article spécialisé, et plus généralement en quoi la philosophie n'est pas la science. Et il me semble d'autant plus important de poser cette question qu'au fond, ce que nous, philosophes, faisons la plupart du temps, ressemble fort à une activité scientifique. Soit nous clarifions des concepts, et sauf à faire insulte aux scientifiques, on peut dire que cette clarification conceptuelle n'est pas si loin de ce que font les scientifiques, à qui appartient une forme de réflexivité. Il se peut que les philosophes poussent un peu plus loin la réflexivité, la clarification conceptuelle, mais dans ce cas, il n'y a pas de différence fondamentale, je pense, entre scientifiques et philosophes. Ou bien on dit que les philosophes sont essentiellement des historiens de la philosophie, et nous faisons cela la plupart du temps, auquel cas je ne vois pas non plus de différence fondamentale avec le travail de l'historien. Le philosophe est juste un super historien des idées, et donc encore un scientifique. Est-ce que c'est cela la philosophie? Voulons-nous de cette philosophie? Voulons-nous être des super historiens des idées, ou du côté de la clarification conceptuelle? Voulons-nous être ouvriers subalternes, comme disait Locke, je cite, des ouvriers subalternes chargés de nettoyer un peu le terrain et d'ôter les déchets qui encombrent le chemin de la connaissance. Voilà comment Locke définissait le travail de clarification conceptuelle de la part du philosophe des sciences. Alors la réponse est dans la question, voulons-nous être ce type de philosophe? En tout cas, ma réponse est dans la question. Au-delà de la nécessaire clarification conceptuelle du travail scientifique, et de la nécessaire histoire de la philosophie, au-delà de cette double école de la pensée, le philosophe, chaque fois qu'il fait de la philosophie, je pense, fait un peu plus que cela. Mais que fait-il justement de plus que cela? Suffit-il de dire qu'il ambitionne un discours total par opposition à une telle analyse conceptuelle régionale ou telle exégèse locale? Mais ce rêve d'une science de toutes les sciences, ce rêve encyclopédiste est fini, nous le savons tous. Ce fut un grand rêve, ce fut un rêve magnifique, un rêve qui a porté et enthousiasmé la philosophie depuis sa naissance grecque et qui hante encore un Husserl lorsqu'il ambitionne une refondation philosophique de la science, ou un Heidegger lorsqu'il entend réveiller ni plus ni moins que la question du sens de l'être. Mais ce rêve est bien sûr fini, comme l'a dit Husserl. Et la question est de savoir si la philosophie, une fois réveillée de ce rêve fondationaliste ou métaphysique, possède encore un bien qui lui est propre, et qui lui est propre au regard de la science. Je pense résolument que oui, et je pense que pour le comprendre, il faut existentialiser notre définition de la philosophie. Je pense d'abord qu'on n'est pas philosophe quand on se contente de la spécialisation. La spécialisation, tout comme l'histoire de la philosophie, c'est nécessaire en philosophie, mais on n'est pas philosophe quand on se contente de cette pratique scientifique. On n'est pas philosophe quand on ne se rend pas, au moins de temps en temps, disponible pour la synthèse, pour le regard généralisant. Par exemple, sur notre époque. Je pense qu'au moins une fois dans sa vie, par exemple, un philosophe devrait affronter cette tâche nietzschéenne, et reprise un siècle plus tard par Foucault, de diagnostiquer, au sens quasi médical, son époque, de répondre à la question « Que nous arrive-t-il aujourd'hui ? Quel est ce présent qui est le nôtre, à nous tous, aujourd'hui ?» En même temps, cette totalisation, on vient de le voir, ne peut plus être encyclopédique ou extensive. On ne peut pas tout savoir ou tout récapituler. C'est pourquoi je pense que la seule voie qui nous reste pour totaliser notre discours, et donc pour le rendre philosophique, c'est ce qu'on pourrait appeler une totalisation intensive, une totalisation le plus intime. La philosophie, disait Heidegger, va deux fois à l'entier. Elle regarde vers la totalité de ce qui est, mais en même temps, elle nous saisit en entier.
Elle saisit l'existence de part en part. Ces concepts sont deux fois inclusifs, du côté du monde et du côté du soi. En ceci, je dirais que la philosophie n'est pas si loin de la religion, qui regarde d'un même mouvement vers le plus intime, du cœur et de la foi, et en même temps, à travers Dieu, vers la totalité de ce qui est. Sauf que la philosophie n'est pas la religion. La philosophie va toute seule du plus subjectif vers la totalité de ce qui est. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle a bien besoin, si elle ne veut pas sombrer dans un délire de conviction personnelle, dans une schwärmerei, comme on dit, une spéculation échevelée, elle a bien besoin de toutes les ressources de la clarification conceptuelle et de l'histoire de la philosophie. Dans une philosophie sans Dieu, nous allons tout seuls à l'entier, et du coup, il est bon d'y aller sous bonne escorte, armé à la fois de la rigueur analytique et puis de devanciers prestigieux. Cette définition de la philosophie, c'est sans doute Heidegger qui la donne le plus clairement. Chez lui, la question du sens de l'être, la question totale, est inséparable du sens que l'être a pour moi, pour l'existant que je suis chaque fois moi-même. On ne peut pas réveiller la question la plus générale, la question fondamentale du sens de l'être. On ne peut pas retotaliser la philosophie sans réveiller l'existence en nous, sans stimuler en nous ce qu'il appelle des tonalités fondamentales, des humeurs fondamentales. L'ontologique, le plus général, communique avec l'existentiel. Le plus général communique avec le plus intime, le plus passionné, le plus vivant. Pour repenser l'être de fond en comble, pour le repenser comme temps et ultimement comme néant, il faut, dit Heidegger, cesser de se rassurer en le pensant comme présence. Et pour cela, il faut réveiller en nous l'angoisse primitive, l'angoisse face à la mort. Pour devenir philosophe, il faut s'angoisser au plus profond de soi-même. Et donc la rigueur scientifique, qu'elle soit conceptuelle ou exégétique, ne suffit pas à faire un philosophe. Voilà ce que nous dit Heidegger, qui en 1929 s'adresse à ses étudiants dans ces termes, je le cite, c'est un cours de 1929. Si nous n'arrivons pas à mobiliser en nous l'ardeur pour l'aventure humaine d'exister, l'aptitude à goûter de fond en comble tout le caractère énigmatique et plein de l'existence et des choses, le fait de n'être lié à aucune école, à aucune opinion doctrinale, et cependant avec tout cela une volonté profonde d'apprendre et d'écouter, alors quelle que soit la somme de savoir que nous aurons amassé, les années d'université seront intrinsèquement perdues. Comment comprendre ce fond existentiel qui stimule la philosophie et qui vient totaliser son discours? Quelles sont les expériences vécues qui nous rendent philosophes et qui font qu'un philosophe est toujours c'est autre chose qu'un scientifique, pardon. Je vois au moins 3 expériences sources, et il y en a sans doute d'autres, mais j'en vois au moins 3. 3 expériences qui nourrissent la philosophie depuis son départ. Il y a la mort, bien sûr, on vient de le voir avec Heidegger, l'angoisse face à la mort comme tonalité philosophique fondamentale, que philosopher, comme on dit, c'est apprendre à mourir. À quoi Hannah Arendt répond que Heidegger, dans sa passion pour la mort, a oublié la naissance, l'événement du commencement ou du recommencement absolu. Et puis entre la naissance et la mort, entre ces 2 événements fondamentaux, il y a un 3e événement, l'amour, le coup de foudre amoureux. Autrement dit, un philosophe vit avant de philosopher, et cette vie, qui chez lui invente la philosophie, ce sont 3 événements fondamentaux. Le philosophe naît, il tombe amoureux et il meurt. Alors en filigrane, je viens de brosser le portrait de celui qui est notre maître à tous, celui qui en tout cas, par qui en tout cas la philosophie a commencé, Socrate. S'il y a bien quelqu'un qui a conjoint ces 3 événements et qui les a mis au centre de la philosophie, c'est Socrate. Socrate l'accoucheur, d'abord, Socrate maïoticien, Socrate qui conçoit le dialogue philosophique comme le lieu d'une conversion, d'une métanoïa, comme la possibilité d'un commencement ou d'un recommencement radical. Et cette naissance philosophique est figurée dans la République à travers son image la plus célèbre, celle de la sortie hors de la caverne, comme si philosopher c'était nécessairement quitter un monde pour un autre, quitter un monde faux pour un monde de vérité vraie. Donc la philosophie comme naissance, continuée,
comme invention d'un regard purifié, neuf. Ce pathos socratique court tout au long de la philosophie comme une exigence de radicalité. C'est l'idée que le savoir philosophique, à la différence du savoir scientifique, n'hérite pas, mais qu'à un moment ou à un autre, il lui faut au contraire tout reprendre à zéro. C'est l'idée que le philosophe doit être un commençant radical, un perpétuel débutant, comme on voit chez Descartes, bien sûr, faisant table rase de toutes les idées reçues, ou plus tard chez ce nouveau Descartes que fut Husserl. Husserl n'a jamais cessé de remettre en chantier son geste de refondation radicale, sa suspension de tous les savoirs. Ses grands ouvrages sont chaque fois de nouveaux départs. Husserl ne veut pas mourir, il ne fait que naître et renaître à nouveau. Voici ce qu'il dit au moment de sa mort, en 1938. « Maintenant que j'arrive au bout et que tout est fini pour moi, je sais, alors on imagine les assistants suspendus à ses lèvres, je sais, on va enfin savoir, je sais qu'il me faut tout reprendre au commencement. » Tout reprendre. Ce qui rappelle les derniers mots du grammairien Vaugelas. Vaugelas qui part en disant « Je m'en vais » ou « Je m'en vas ». L'un ou l'autre se disent ou se dit. Donc, ne jamais fixer le savoir, le suspendre jusqu'au bout, le reprendre à nouveau frais jusqu'à la fin. Être jusqu'à la fin l'homme du premier jour, du tout premier jour. Mais la philosophie, c'est aussi l'amour, et Socrate à nouveau a dit l'essentiel, en particulier dans ses dialogues érotiques, comme on dit, le phèdre, le banquet. Philosopher, c'est s'affoler, d'abord pour la beauté d'un corps, puis de ses actes, puis de ses paroles, et par une succession d'étapes, purifiant progressivement la passion amoureuse, par une ascèse qui sublime progressivement l'énergie érotique. À la fin, on devient l'amant du vrai et des idées. La philosophie comme coup de foudre sublimé, comme amour terrestre élevé au rang d'amour céleste. La philosophie comme ascèse amoureuse. Cette étrange définition de la philosophie appartient à notre tradition, à travers la codification des beaux-arts à la Renaissance, à travers l'intégration dans la culture du beau et du vrai de l'érotique platonicienne et néoplatonicienne. Et du coup, il nous semble normal, au moins jusqu'au XIXe siècle, de représenter l'absolu, le vrai, le beau, le juste, en majuscule, sous les traits allégoriques d'une femme que nous pourrions aimer, mais qui implicitement nous dit, par tous les codes de la pudeur dont elle se drape, qu'il vaut mieux regarder ailleurs et plus haut. Au moment où cette longue tradition érotique s'épuise, un écrivain, peut-être plus que les autres, aura dit cette puissance ontologique de l'amour. Cet écrivain, c'est Proust. Proust est celui qui n'aura cessé de tomber amoureux, comme vous le savez. Si tomber amoureux, pour lui, c'est faire de l'autre, je cite, un être de fuite. Un être de fuite, autrement dit, un monde à soi tout seul, un monde dont je n'aurai jamais fini de faire le tour, et qui, pour cette raison, m'échappera toujours. L'amour donne à une personne quelconque le pouvoir inouï d'ouvrir sur un monde nouveau, inconnu, sur un monde prestigieux parce que nouveau et inconnu. Il donne à une personne quelconque le pouvoir inouï de renouveler toute chose, de nous offrir un nouveau regard sur elle. Je cite Proust dans La prisonnière. Des ailes, un autre appareil respiratoire, et qui nous permisse de traverser l'immensité, ne nous servirait de rien. Car si nous allions dans Mars et dans Vénus en gardant les mêmes sens, ils revêtiraient du même aspect de choses de la Terre tout ce que nous pourrions voir. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de 100 autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. Et cela, nous le pouvons avec un Elstir, avec un Vinteuil, avec leur pareil. Nous volons vraiment d'étoiles en étoiles. Nous n'irons donc pas sur Mars et sur Vénus, ça n'en vaut pas la peine, nous dit Proust. Le seul véritable voyage passera par les yeux des autres. Et c'est précisément ce qu'accomplit l'amour, lorsque la philosophie le pense, de nous faire voir toute chose sous un nouveau point de vue. Dans l'amour, autrui est devenu autrui a priori, comme dit Deleuze. Autrui a priori, c'est-à-dire le mesurant d'un monde, le principe d'une vision nouvelle.
Enfin, après Socrate l'accoucheur et Socrate amoureux, il y a bien sûr Socrate grandi à tout jamais par sa mort. Socrate élevant la mort consentie, la mort voulue, au rang de geste philosophique ultime. Un arc relie ainsi Platon à Heidegger. Un arc qui commence avec la mise en scène et la glorification de la mort de Socrate, et puis qui s'achève avec l'exhortation heideggerienne à s'angoisser des morts, à puiser dans la considération résolue de la mort une ressource d'authenticité. Quand je regarde la mort en face, alors je comprends que je partirai seul, irrémédiablement seul, et cette solitude du mourir, par contre-coup, rejaillit sur ma vie tout entière. À la pâle lumière de la mort, je comprends non pas qu'on vit, mais que je vis. Je m'arrache au on, comme dit Heidegger, de même que je mourrai seul et que personne ne pourra mourir à ma place, eh bien je vis seul, je fais ma vie. Cette vie est la mienne, et il est temps de la vivre authentiquement comme mienne. La mort comme maître absolu, comme maître qui me libère de tous les maîtres, qui me désapprend à servir, comme disait Montaigne. Mais au-delà de cette authenticité, solitude, liberté que m'apprend la mort, il y a le rien qu'elle vient faire résonner en moi. Dans la perspective de la mort, dit Heidegger, je vois en face le monde dans sa facticité, je vois en face le fait du monde, autrement dit le fait qu'il soit et pourrait ne pas être. L'angoisse face à la mort ne m'apprend pas seulement la liberté, l'authenticité, elle m'enseigne par ailleurs la question essentielle, la question philosophique par excellence. Pourquoi y a-t-il des étangs plutôt que rien? Ainsi, la mort me rend deux fois philosophe chez Heidegger. Elle aiguise le plus intime, elle aiguise la solitude du vivre, son authenticité, et d'autre part, elle ouvre la question la plus générale, la question du sens de l'être. Pourquoi des étangs plutôt que rien? D'un côté, elle réveille en moi l'ardeur de l'existence, de l'autre, elle m'apprend à poser des questions absolues. Elle me fait regarder vers le plus fondamental. Elle totalise d'un même mouvement et mon existence et le monde. Donc voilà comment je répondrai à la question de savoir ce qui distingue la philosophie de la science. J'ai découvert la philosophie en adolescent, en affrontant des questions ultimes. J'ai cherché un discours capable de s'élever à la hauteur d'une religion, mais qui ne serait pas la religion. La philosophie a été pour moi une renaissance, un recommencement radical. Elle a été pour moi comme un coup de foudre. Je lui ai promis une fidélité éternelle. Enfin, elle a été et elle reste une lutte contre le non-sens et la mort. C'est pourquoi je pense très sincèrement que dans la philosophie, l'objectivité du discours n'est pas tout. À travers des événements particuliers, des événements sources, des événements qui touchent en nous au plus profond, ce discours s'aiguise et du coup se totalise. La naissance, l'amour, la mort, ce sont des événements totalisants, des événements qui nous touchent en entier et qui du coup appellent un discours qui va à l'entier. Et bien sûr, ces événements ne sont pas les seuls. Il y a des rencontres, il y a des échecs, il y a des joies profondes qui ont le pouvoir de nous faire poser des questions fondamentales. En l'occurrence, les trois événements dont je viens de vous parler, la naissance, l'amour, la mort, sont bien davantage mythiques que réels. Ils sont une manière pour la philosophie de raconter ce court-circuit qu'elle organise entre le plus intime et le plus général, entre la vie vécue et électrisée par un événement particulier et le questionnement fondamental. Le discours humain tend à l'objectivité, c'est sa pente naturelle, sa vertu performative, comme on dit. Le fait même de parler fait que nous voulons nous entendre sur ce dont il est question, sauf qu'il arrive, en des circonstances particulières, que ce discours s'électrise sous l'effet d'événements particuliers et qu'il prétende à l'absolu. La vulnérabilité, la soumission, l'aveu, l'individualisme libéral, l'accélération et la résonance, ce sont là, manifestement, de vraies créations conceptuelles, de vrais concepts philosophiques, et j'entends par là qu'ils sont allés, manifestement, puiser leur raison au plus intime d'une vie. Sinon, je pense que leurs auteurs n'auraient pas accordé plus d'1 heure de peine à leur travail. La question de savoir pourquoi ils ont travaillé sur l'aveu ou sur la vulnérabilité leur appartient, c'est leur histoire. Et d'une certaine manière, c'est assez certain de savoir pourquoi quelqu'un travaille sur
telle ou telle question, c'est un peu comme quelqu'un qui raconterait son rêve, on ne sait pas trop pourquoi. En revanche, pour cette raison même, parce que ces concepts s'ancrent au plus profond d'une vie, eh bien, ils sont élevés à la hauteur de parties totales, de concepts particuliers, mais capables de nous faire voir toute chose autrement. Cette folie, cette hubris, appartiennent à la philosophie. C'est pourquoi, encore une fois, il est sage que la rigueur conceptuelle ou la discussion avec les philosophes du passé viennent la tempérer. Mais ces garde-fous scientifiques ne sont pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le coup de force totalisant, que seule la vie sait produire en nous. Cette étrange définition du discours philosophique, Heidegger n'est pas le seul à l'avoir dite explicitement. Un autre philosophe l'a dite avant lui, c'est Bergson. La philosophie, dit Bergson, n'est pas la science, parce que la science, dit-il, s'appuie sur des symboles, qui lui donne chaque fois un point de vue partiel sur ce qui est, et la science, comme un satellite, tourne autour de son objet pour multiplier les points de vue sur lui et s'en donner une version la plus complète possible. Sauf que cette tâche est infinie, elle est longue, et que le philosophe s'en impatiente, il ne s'en contente pas, il n'est pas si patient, il veut la connaissance absolue et non pas relative, dit Bergson, il veut l'être d'un coup et tout entier, et il se le donne par un acte simple qui s'appelle l'intuition. Dans l'intuition, je coïncide d'un coup avec mon objet. Je sympathise avec lui, dit Bergson, au lieu de multiplier les vues partielles sur lui. L'intuition, dit-il, c'est ce qui reste d'instinct chez un être intelligent. C'est la réfraction de l'instinct animal dans le discours. C'est donc la vie la plus animale en moi, qui me fait prétendre au sens total. Le philosophe est un être humain, c'est-à-dire intelligent pour Bergson, mais qui s'animalise, qui se rend instinctif dans son discours. L'instinct a son allégorie chez Bergson, c'est l'histoire d'un sphinx. Le sphinx est une petite guêpe qui a l'art de toucher sa victime au cœur du système nerveux pour, dit Bergson, paralyser sans tuer, ce qui permet de garder la chenille vivante longtemps et de la consommer plus tard. Le sphinx a cette divination sympathique de son objet. Il va tout droit, par empathie, par un instinct divinateur, au centre de son objet. Image un peu effrayante, et comme le sphinx, le philosophe va tout droit et d'un coup au cœur de son objet. Comme un animal, avec la même prescience, la même sûreté, il se donne d'un coup la totalité de son objet. Encore une fois, c'est une folie, mais on n'imagine pas la philosophie sans ces coups de force, qui ont été comme des coups de foudre, et qui ont eu le pouvoir de nous faire voir toutes choses comme au premier jour. Je pense à Descartes, par exemple, la folie que fut Descartes. Il ne dit pas seulement que la présence à soi de la pensée est indubitable au moment où je la pense, au moment où je l'éprouve. Il dit bien davantage, il imagine un Dieu universellement trompeur, un malin génie qui aurait le pouvoir de me faire croire que 2 plus 2 égale 4, alors qu'en réalité 2 plus 2 égale 5. Et face à une fiction aussi énorme, aussi faramineuse, eh bien, l'immunité épistémique de la pensée est elle-même élevée à la hauteur d'un principe absolu, d'un point d'Archimède à partir duquel on pourrait soulever tout un monde. Descartes organise une lutte de géants, une gigantomachie. L'histoire de la philosophie est faite de ces coups de force, de ces accélérations dans la pensée, de ces électrisations qui ont eu tout à coup le pouvoir de nous faire voir toute chose autrement, de produire en nous comme une nouvelle naissance. En ceci, je crois que la philosophie est comparable, au moins en son histoire, à l'art occidental, à l'art et à l'art conçoit son histoire depuis le XIXe siècle, comme une succession d'accélérations folles, d'électrisations prodigieuses, de condensations fulgurantes, ce qu'on appelle classiquement des avant-gardes. Une avant-garde artistique, ce qu'on appelle une avant-garde artistique depuis le XIXe siècle, c'est un nouvel organe de perception et de pensée, mais un organe si nouveau, un dispositif perceptif et intellectuel si novateur, qu'il faut nécessairement quelques longues années, voire quelques décennies, pour qu'on puisse enfin l'assimiler. L'histoire de l'art occidental depuis la fin du XIXe siècle se pense de cette manière, comme une succession d'accélérations folles et de sédimentation, d'expérimentation novatrice et d'acclimatation lente. La philosophie obéit au même rythme, elle suit le même rythme. Nous avons fini par assimiler les énormités cartésiennes, ce moteur à explosion qu'était Descartes, comme disait Sartre. Nous nous sommes accoutumés à cette philosophie baroque,
où tout pourrait n'être qu'un rêve, où un malin génie aurait le pouvoir de faire mentir jusqu'aux vérités logico-mathématiques, et où nous sauve une citadelle inexpugnable qui s'appelle le cogito. Alors vous me direz que nous ne sommes plus au temps de Descartes, et qu'à l'âge post-métaphysique qui est le nôtre, la philosophie a pu et a su dégonfler de telles spéculations. Eh bien, j'en suis pas sûr, et de fait, on continue à lire Descartes, on continue à le prendre au sérieux, il continue à nous nourrir, comme beaucoup d'autres avec lui, comme si nous avions besoin des inventions conceptuelles des philosophes, de ces étranges clés qui prétendent ouvrir toutes les portes, de ces fulgurances raisonnées et en réalité si peu raisonnables. Peut-être qu'un jour, ces accélérations de la pensée, ces coups de foudre conceptuels, ces luttes à mort avec le non-sens, nous serons devenus totalement étrangères. Nous serons devenus soit des scientifiques éclairés, préposés à l'explicitation et à la clarification des méthodes scientifiques, pour une part d'entre nous, ou bien pour l'autre part, nous serons les gardiens de musée, les gardiens du musée scientifique, spécialistes chacun d'un philosophe ou, dans le meilleur des cas, d'un groupe de philosophes. Alors nous n'écrirons plus des livres de philosophie, mais de simples recueils d'articles déguisés en livres. Je ne sais pas ce que nous aurons perdu ce jour-là. Après tout, la philosophie est un luxe de la pensée, une étrange inflation du discours humain, une hubris momentanée, dont certains font profession, mais dont on pourra sans doute se passer. De même que nous pourrons sans doute un jour nous passer d'une politique investie par des votes massifs, électrisée par des projets constructifs. De même que nous pourrons sans doute un jour nous passer d'un art novateur, déstabilisant. Je vous rassure, ce n'est qu'une expérience de pensée. C'est ce qu'on appelle une dystopie, à vertu strictement pédagogique, pour nous exhorter à écrire des livres de philosophie. Ce jour-là, nous ne pourrons pas savoir ce que nous aurons perdu, puisque ce que donne la philosophie, comme ce que donne l'art, ne vient jamais qu'en plus, comme de nouveaux organes de pensée, pour mieux voir et voir plus loin. Et donc on peut très bien se passer de ce qu'on n'a pas encore, et qui n'est qu'un luxe vital. Donc ce jour-là, par définition, nous ne saurons pas ce qui nous manque, et nous serons peut-être heureux. Nous aurons inventé le bonheur, comme disent les derniers hommes de Nietzsche, en clignant des yeux, dans un monde surtechnologisé, sous la tyrannie douce d'un Trump français. Nous aurons pour nous toute la science du monde, mais sans les accélérations folles, sans les totalisations inouïes. Ce jour-là, nous ne saurons pas ce qui nous manque, et nous serons peut-être heureux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous aurons gagné un peu d'ennui et perdu beaucoup d'ivresse. Merci. Merci beaucoup, cher Étienne, pour cette très belle conférence. Alors, évidemment, le réflexe serait d'ouvrir immédiatement un atelier philosophique et d'engager un débat, poser des questions. Mais je vous propose de poursuivre cette réflexion, cette pensée, en musique. Car nous avons la chance de recevoir ce soir la percussionniste Adélaïde Ferrière, qui interprétera pour nous 2 œuvres de Rameau, Les Sauvages et l'Égyptienne, puis la magnifique fantaisie en ré mineur de Mozart. Quelques mots sur Adélaïde Ferrière. Elle a commencé ses études de musique au Conservatoire de Dijon, avant d'intégrer le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où elle y obtient son master avec les félicitations du jury en 2017. Elle a également étudié au mythique Royal College of Music de Londres. Depuis, Adélaïde Ferrière a remporté plusieurs concours internationaux en France, à Paris, à Lille, aux Pays-Bas, Trump International Percussion Competition, et en Autriche, à Vienne et Salzbourg. En 2015, elle emporte le prix du public du Festival musical d'automne des jeunes interprètes, puis devient lauréate de la Fondation Safran pour la musique en 2017. Elle est sacrée révélation soliste instrumentale de l'année 2017 lors de la 24e édition des Victoires de la musique classique et devient
la première percussionniste à avoir été nommée à l'occasion de cette cérémonie. Produite en soliste dans toutes les grandes capitales européennes et donc accompagnée des plus grandes formations orchestrales en Europe. Adélaïde Ferrière est aussi très engagée dans la transmission de la musique et tient des masterclass en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Elle collabore à maints projets de création musicale à la Fondation Singer-Polignac avec le trio Xenakis, à l'Opéra de Paris et bien d'autres encore. En 2019, elle sera sur la scène de la Comédie Française autour de la pièce Electre Oreste, mise en scène par Ivo Van Hove sur la musique originale du compositeur Eric Slechim. Je lui laisse la scène sous vos applaudissements. Adélaïde Ferrière.
infiniment, Adélaïde Ferrière. Nous y sommes presque, mais avant, je souhaiterais remercier toutes celles et ceux qui nous accompagnent dans la réalisation et la coordination des rencontres philosophiques de Monaco. Vous êtes nombreux à croire en nous et je voudrais prendre ce temps, au nom de toute l'équipe des rencontres philosophiques de Monaco, pour vous dire notre immense gratitude. Et en particulier, le gouvernement de la Principauté de Monaco et le ministre d'État, M. Serge Tell, qui depuis le tout début de notre projet nous a soutenus, nous donnant les moyens pour le réaliser dans les meilleures conditions possibles et imaginables. La Principauté de Monaco est, grâce à ce soutien, devenue un lieu de philosophie important. Remercier vivement et chaleureusement pour leur confiance et leur présence à toutes nos activités depuis 2015, la Direction des Affaires culturelles et son directeur, devenu notre ami, M. Jean-Charles Cureau, ainsi que son adjointe, Mme Françoise Gamère-Dinger. Nous voulons aussi remercier très chaleureusement la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, la directrice, Mme Isabelle Bonal, représentée ce soir par son adjointe Marie-Cécile Moreno, qui infailliblement a toujours répondu présent et qui nous a chaque fois épaulés dans nos activités philosophiques auprès des lycéens, auprès des collégiens et aussi auprès des plus jeunes encore. C'est un véritable plaisir pour nous de travailler avec la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports dans la réalisation d'activités pédagogiques et nous y attachons une très grande importance. Nous voulions aussi remercier tous les chefs d'établissement primaires et secondaires ainsi qu'évidemment les professeurs de philosophie en principauté. Madame Nicolas Bécassis, Monsieur Cernat, Monsieur Frédéric Grolot, Monsieur Olivier Vémet et Monsieur Jean-Philippe Vinci qui coordonnent avec nous les ateliers pour les lycéens. Je veux également remercier le musée océanographique, ce magnifique lieu qui nous reçoit chaque année à Monaco pour notre soirée de clôture, mais aussi qui nous ouvre les portes de la Maison des Océans à Paris pour nos activités philosophiques parisiennes. Remercier donc du fond du cœur M. Robert Calcagno. Nous souhaitions aussi remercier les théâtres qui nous accueillent toute l'année pour nos ateliers philosophiques, le théâtre Princesse Grace et le théâtre des variétés. Et remercier également le nouveau musée national de Monaco, sa directrice, Madame Marie-Claude Beau, et toute son équipe pour l'accueil à la Villa Saubert demain dans notre journée, la Maison de la Philosophie, mais aussi bien évidemment pour votre hospitalité lors des journées Les Jeunes Philosophes que nous avons tenues en mai dernier. Et finalement, nous voulons remercier très chaleureusement notre excellent partenaire Montblanc qui depuis 2015 nous accompagne si fidèlement. Montblanc apporte ce gracieux rappel aux philosophes que l'écriture recèle en elle-même l'élégance et la beauté. Je me réjouis d'accueillir notre ami Jean-Sébastien Gérondeau, directeur général de Montblanc France. Altesse, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, au nom de Montblanc, c'est à la fois un honneur et un plaisir de remettre le prix des rencontres philosophiques de Monaco, la mention honorifique et le prix lycéen aux 3 lauréats fort méritants. Le mot écrit est la colonne vertébrale de la civilisation humaine et est intrinsèquement lié à la philosophie et à son existence. Montblanc, trouvant ses origines dans la culture de l'écriture, est un fervent partenaire des rencontres philosophiques depuis 4 ans, l'un des programmes consacrés à nourrir la pensée philosophique aujourd'hui. Le succès de cet événement sont la preuve que la philosophie continue à être un élément crucial de la pensée humaine aujourd'hui. Le travail des finalistes ce soir est très inspirant par leur rigueur, leur originalité, leur pertinence indéniable et leur nature qui incite à la réflexion. C'est pourquoi, en complément d'une dotation, je suis ravi d'offrir à chaque lauréat un stylo plume Montblanc Meisterstück Le Grand, spécialement gravé de l'emblème des rencontres philosophiques de Monaco. Montblanc poursuit ainsi une longue tradition
d'association avec les philosophies. En effet, depuis la création de la maison il y a bientôt 113 ans, de nombreux écrivains, penseurs et philosophes écrivent leurs pensées et leurs idées avec ce mythique stylo-plume. Félicitations encore à tous les finalistes sélectionnés pour leur contribution. Merci beaucoup. Alors, nous y sommes. Nous allons maintenant procéder à la remise de nos prix et nous procéderons donc dans l'ordre. D'abord, le prix lycéen 2019. J'appelle Joseph Cohen pour nous en faire la présentation. Bonsoir, merci Raphaël. Ce qu'on ne peut pas dire, il ne faut surtout pas le taire, mais l'écrire. Cette citation de Jacques Derrida, je me permets de la rappeler pour dire tout d'abord aux lycéens, parce que c'est à eux que je m'adresse, de la principauté, combien nous sommes singulièrement émus de votre engagement à ce concours écrit, et donc dans ce prix lycéen que nous réalisons chaque année à Monaco depuis 2015. Votre participation dans l'exercice de l'écriture philosophique, je le redis, je sais, tous les ans, et je le redirai aussi dans les années à venir, tant c'est vrai et tant nous y croyons, nous rappelle à tous que la philosophie se doit toujours de se confronter à sa difficile écriture et donc à la tâche d'inscrire dans le monde et pour l'humain des traces de sens et de signification, d'expérimentation aussi. Au nom des rencontres philosophiques de Monaco, je veux vous remercier très chaleureusement, vous les lycéens monégasques qui auront concouru, et vous redire que chaque fois nous sommes tous saisis par l'espoir que vous nous donnez, l'espoir de croire en la force des mots. Comme vous le savez tous, chaque année, nous proposons aux lycéens de Monaco, en étroite collaboration avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les professeurs des lycées monégasques, le FANB de Monaco et le lycée Albert Ier. Et je veux ici remercier encore tous nos collègues monégasques, Jean-Philippe Vinci, Nicolas Bécassis, Rodrigo Serna, Frédéric Grolot et Olivier Wemel. Nous proposons donc un concours écrit de philosophie. Cette année, nous avons demandé aux élèves lycéens de tabler sur la question « À quoi reconnaît-on qu'on n'a pas affaire à une machine ?» Plus de 60 lycéens ont répondu à l'appel et je dois dire que de choisir le lauréat ne fut pas chose facile. Mais il fallait choisir, c'est la loi du genre. Mais avant de nommer le lauréat, je voudrais néanmoins vous citer nos finalistes. Du lycée FANB de Monaco, Nicolas Defaucheux et Rudy Batt. Du lycée Albert Ier, Johan Benzimra, Rachel Boureili, Alissa Cortella, Jean Lambin et Emma Palanca. On peut les applaudir chaleureusement. Alors nous avons un lauréat. Ce soir, nous avons tenu à annoncer notre lauréat lycéen dans le cadre de notre soirée de clôture. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison pour laquelle nos lycéens philosophes ne soient pas reconnus à la même enseigne, dans la même soirée donc, que tous les autres philosophes non lycéens, plus lycéens, voire même plus, même pas lycéens, que nous primerons ce soir et dans la compagnie de laquelle nous nous réjouissons lors de cette magnifique cérémonie de clôture. Je vais donc appeler mes camarades à nous rejoindre, à Raphaël et moi, pour nous révéler le nom de notre lauréat du prix lycéen 2019 des rencontres philosophiques de Monaco, Charlotte Casiraghi, Robert Maggiori, et notre ami, qui est déjà là, le directeur de Mont-Blanc France, monsieur Jean-Sébastien Gérondeau. Alors, le lauréat du prix lycéen 2019 est Emma Palanca du lycée Albert Ier.
Merci beaucoup. Je ne m'attendais vraiment pas à recevoir ce prix ce soir. Même s'il n'est pas là, je voudrais remercier mon professeur de philosophie, M. Grolot, qui m'a poussé à participer à ce concours et qui m'a fait aimer la philosophie. Merci beaucoup. Alors, je cède tout de suite la parole à Robert Maggiori, qui est le président du jury des rencontres philosophiques de Monaco. Robert. Bon, il faut que je respecte tous les temps, tout ça, sinon je me fais engueuler, donc c'est pas bien. Voilà, ben, écoutez, nous, on va tout à l'heure remettre le prix du livre de cette année. Je voulais d'abord rappeler en quelques minutes que cette idée de primer un livre a été notre première idée. Un jour, je crois, Charlotte a dit « Mais pourquoi on ne donne pas un prix de philosophie ? Puisqu'il n'y a pas de prix Nobel de philosophie, il n'y a même pas de médaille du CNRS de philosophie. » Et après, on s'est dit « Oui, mais enfin, on est qui pour donner un prix ?» Et c'est à partir de cette idée qu'on a dit « Mais on n'a qu'à construire autour. » Et on a construit les rencontres philosophiques de Monaco pour pouvoir attribuer un prix. Deuxième raison, c'est une raison évidemment théorique. Étienne Bimbenet le disait tout à l'heure, il n'y a pas de philosophie sans livre. Et que pour nous, défendre la philosophie, c'est la défendre tous azimuts. C'est-à-dire être soucieux aussi de sa production éditoriale, de la vivacité ou non des possibilités plus ou moins grandes des maisons d'édition d'éditer des livres de philosophie. Et donc nous avons effectivement mis devant les priorités celle de défendre des livres, sachant que ce que nous partageons, à part l'amour de la philosophie, c'est aussi l'amour des livres. Donc j'ai devant moi le jury qui a été très précieux, qui, grâce aux membres de ce jury, nous avons des discussions passionnées, passionnantes, parfois même des choses un peu, des oppositions, des contradictions, mais c'est extrêmement vivant, et donc je les remercie, je les nomme tous un par un, ils sont tous là. Donc Isabelle Alfandari, Paul Audy, Ali Ben Maklouf, Barbara Cassin, membre de l'Académie française, Catherine Chalier, Marc Crépon, Roger-Paul Droit, Sandra Logier, Claire Marin, Géraldine Mulman, Elisabeth Rigal, Camille Riquier et Patrick Savidre. Dans ce rapprochement avec l'édition, il y a aussi non pas seulement le livre, mais la maison d'édition. Et là, je repasse la parole à mon ami Raphaël pour parler de notre mention honorifique. Merci Robert. Merci Robert. Depuis 2015, nous attribuons une mention honorifique à un éditeur de langue française qui se sera particulièrement illustré dans la publication d'ouvrages philosophiques importants ou qui aura ouvert, animé et fait vivre des collections spécifiques de philosophie avec des textes novateurs ou classiques. Cette année, le jury a choisi d'attribuer la mention honorifique 2019 à une maison d'édition de renommée internationale et nous sommes en effet très fiers ce soir de récompenser une grande maison, Les Belles Lettres. Les Belles Lettres proposent depuis 1919 une importante bibliothèque de textes classiques, souvent encore inédits, d'où naît un linéaire de sources qui vont de l'Antiquité à la Renaissance, de l'Occident à l'Orient, et qui ont marqué le progrès de la connaissance et des savoirs. Le catalogue comprend plus de 1000 textes grecs, latins, chinois, sanscrits, donnés dans des éditions bilingues de référence et éclairés par des introductions et un appareil de notes prodigieux. Lui répondent les travaux de penseurs contemporains dont les connaissances méritent une transmission. Le catalogue des Belles Lettres est un véritable pari sur la force de l'écho entre notre monde
et celui des anciens. Nous sommes très fiers, je le disais, de décerner la mention honorifique 2019 aux belles lettres. Et pour ce faire, j'appelle à me rejoindre Charlotte Casiraghi, Joseph Cohen et Jean-Sébastien Gérando de Montblanc. Donc j'aimerais appeler Caroline, qui est la présidente du directoire des éditions des Belles Lettres. Alors je suis, mesdames et messieurs, Altesse, Madame la Présidente, je suis très émue ce soir d'être ici. Et je remercie pour cette reconnaissance le Conte philosophique de Monaco, vous et les membres du jury ici présents. C'est l'occasion également pour moi de saluer le travail et l'attention de certains membres du jury et de certaines personnes ici présentes dans la salle, attention qui a toujours été bienveillante vis-à-vis de la Maison des Belles Lettres. Et c'est l'occasion également de rendre hommage à ces piliers et amis de la maison que furent Richard Zrehen et Abinsour. Ils ont su accueillir dans leur collection ces dernières années, ces dernières décennies, nombre d'auteurs contemporains qui ont à leur tour pris leur place aux côtés des classiques. Et pour eux, et pour tous nos auteurs et nos traducteurs, à nouveau, je vous remercie. Alors, le moment est venu, Robert. Nous allons bientôt découvrir qui est le lauréat du prix des rencontres philosophiques de Monaco. C'est à toi, mon cher Robert. Bon, c'est évidemment la tâche la plus ardue, là, parce qu'on a fait durer le suspense. Je remercie d'abord les membres du jury d'avoir gardé le silence. Enfin, on verra d'après la réaction des gens. Si les gens disent « oui, je savais déjà », c'est que c'est pas bien. Cette année, nous avions effectivement énormément de livres qui ont été publiés. Nous sommes partis, comme je le disais tout à l'heure, d'une somme considérable d'ouvrages, à peu près 200 au mois de septembre. Et au cours de nos discussions, on en a peu à peu éliminé, à contre-cœur parfois, mais par nécessité presque toujours. Nous sommes arrivés donc à ces 5 ouvrages, dont je vous rappelle les titres, qui recouvrent, vous allez voir, à peu près tous les champs de la réflexion philosophique. On a la sociologie, la morale, la philosophie politique, de la phénoménologie, sur des thèmes qui sont presque tous unis par le souci quand même de se préoccuper de ceux qui sont en souffrance par leur situation, en souffrance par leur genre, en souffrance par leur situation politique, en souffrance par la nécessité devant laquelle ils sont obligés effectivement de dire ou de ne pas dire quelque chose. Et c'est peut-être cette notion ou ce souci plutôt de la liberté, de l'équité, de la justice, qui caractérise une sorte de trait commun entre ces ouvrages. Je les nomme, donc le premier par ordre alphabétique, Alain Ehrenberg, La mécanique des passions, cerveau, comportement, société. Sur effectivement aujourd'hui une sorte d'impérialisme des sciences cognitives et de la neurocognitive qui pense que l'homme effectivement est un cerveau. Alors, si on pense que l'homme est un cerveau, que devient l'individu, que deviennent les rapports humains, et ainsi de suite. Manon Garcia, on n'est pas soumise, on le devient. Un ouvrage d'une philosophie, d'une philosophe et d'une philosophie féministe, inspiré beaucoup par Simone de Beauvoir, et qui réfléchit sur toutes les conditions, effectivement, de la soumission, y compris la soumission choisie.
Marie Garot, Politique de la vulnérabilité. C'est un livre qui est publié au CNRS, qui est une réflexion sur effectivement cette notion de vulnérabilité qui n'a pas de sens, comme l'indique le titre du livre, simplement au niveau psychologique, au niveau moral, mais qui a aussi un sens particulier et extrêmement riche en enseignement en politique. Jérôme Poré, Phénoménologie de l'aveu, qui est publié aux éditions Hermann, qui est un livre extrêmement original, qui part effectivement de peut-être, comment dirais-je, d'une manière de réduire toujours la question de l'aveu à ce qu'on a pu dire Michel Foucault, c'est-à-dire l'aveu comme effet d'un bio-pouvoir et comme contrainte à avouer, et il dénoue, il relève plutôt d'autres facettes de l'aveu qui peut être aussi une manière, même si c'est attaché très souvent à la culpabilité, d'une manière de réalisation, effectivement. Et enfin, le livre de Hartmut Rosa, Résonance, une sociologie de la relation au monde, édition de la Découverte, grand sociologue et philosophe allemand, qui s'excuse et m'a demandé, ainsi qu'à Laura, de s'excuser de sa non-présence, puisqu'il avait aujourd'hui même à la même heure à Cologne, qui lui était dédié et duquel il ne pouvait pas être absent. Voilà, si vous attendez maintenant que je vous donne le nom du lauréat, ben, vous vous trompez, puisque maintenant nous avons un intermède musical. Non, non, c'est pas vrai. J'appelle Charlotte et Jean-Sébastien Gérondeau à revenir sur place. Et Laura et tout ça. Ça, c'est moi qui le donne. D'accord? Très bien. C'est terrible. And the winner is... Alors, le lauréat 2019 du prix des rencontres philosophiques de Monaco est Marie Garot pour Politique de la vulnérabilité. Merci beaucoup aux membres du jury. C'était évidemment une grande surprise et déjà un grand honneur et une grande joie que de venir ici pour être parmi les 5 finalistes. Un grand honneur à la fois parce que les pairs qui m'ont lu à cette occasion sont pour certains d'entre eux des gens qui ont compté dans mon parcours intellectuel et dont j'admire le travail. Et l'admiration, je pense, est un puissant moteur de notre action. Honneur aussi parce que, bien évidemment, les autres lauréats avec lesquels j'ai eu la chance d'être nommée sont aussi des gens dont les travaux sont évidemment très très importants. Et voilà, donc je suis très surprise parce que bon, voilà, je ne m'y attendais pas vraiment. C'est un livre tiré d'un très long travail de thèse, donc que j'ai porté très longtemps. Je me suis beaucoup posé la question de savoir s'il fallait en faire un livre. Je suis heureuse de voir que voilà, certains parmi vous ont pensé que c'était une bonne chose de l'avoir fait. On a évoqué plusieurs choses aujourd'hui et ce soir. Les mots de résistance et de responsabilité me reviennent évidemment en mémoire. Je prends vraiment cet honneur comme une invitation à continuer, à persévérer, puisque ça a été dit aussi, la philosophie marche par fulgurance, mais aussi avec beaucoup de persévérance. Dans cette réflexion sur la vulnérabilité,
qui évidemment continuera à me nourrir et à me tenir. Donc je vous remercie beaucoup aux membres du jury et évidemment aux organisateurs et aux fondateurs de cet événement. Je suis aussi très heureuse de découvrir en fait à cette occasion que effectivement la philosophie a ici un territoire d'accueil, et ce que vous faites notamment avec les enfants et les collégiens et lycéens me paraît fantastique. Donc bravo et merci. Merci, chers amis. Nous vous remercions vivement pour cette soirée. Je vous invite très chaleureusement à nous rejoindre demain, samedi, à partir de 10 h à la Villa Saubert de Monaco, pour notre journée La Maison de la Philosophie, où nous pourrons participer à des leçons données par nos invités philosophes. Vous trouverez le programme en sortant. Je vous invite aussi à tous, évidemment, à nous rejoindre dès maintenant sur la terrasse du musée océanographique pour poursuivre cette soirée. Et juste avant de clore notre événement ce soir, j'aimerais appeler tous nos lauréats ainsi que tous les membres du jury à revenir sur scène pour la photo. Merci. Je l'ai dit.